Salam alaikum, bonsoir Azoul Filaoun. Abdelmajid Tebboune a procédé ce dimanche 25 décembre à la signature de la loi de finances 2023, qui entrera donc en vigueur dès le début du mois de janvier prochain. La signature a eu lieu lors d'une cérémonie protocolaire, comme d'habitude, organisée au siège de la présidence en présence des membres du gouvernement et des autres autorités civiles et militaires du pays. Basé sur un prix de référence du baril de pétrole à $60 et un prix du marché à $70, le document fixe un budget global d'environ 98 milliards de dollars. La plus haute allocation est consacrée, sans aucune surprise, à la défense nationale, avec plus de 23 milliards de dollars, soit près du double de budget alloué à ce secteur durant les années précédentes, environ 9 milliards de dollars en 2021. Pourquoi cette augmentation du budget de la défense nationale? Dans quelles conditions cette loi a été adoptée? Pourquoi aucun débat n'a été permis autour de cette question en Algérie, ni dans la presse nationale, ni dans les couloirs du palais de Zéro Youssef, ni encore moins dans les sphères politiques d'Alger? Comment expliquer cette prédominance de l'armée dans ce tableau politique algérien? Pour répondre à ces questions et beaucoup d'autres encore, il est impératif aujourd'hui d'interroger l'histoire et redonner la parole à Ben Ramdan. Surtout que nous sommes un 27 décembre. Avec ses compétences multiples, Ben Ramdan était un élément déterminant pour l'avenir de la révolution. Grand visionnaire, principal organisateur du congrès de la Sommam, il trace les grandes lignes du mouvement révolutionnaire et aspire à un État dans lequel l'élément politique l'emporte sur celui du militaire, Medania, Mechi, Askaria, l'intérieur sur l'extérieur. Elle a opté aussi pour une Algérie algérienne. Pour Ben Ramdan, la révolution algérienne, une fois le colonialisme battu, devait apporter au peuple algérien non seulement la liberté, mais aussi une démocratie économique. Il voulait que le peuple fasse éruption dans la vie moderne. Victime des luttes internes, il connaîtra une fin tragique, un certain 27 décembre 1957 au Maroc.
عبد رمضان المهندس ثورة دولة مدنية ماشي عسكرية. Notre émission d'aujourd'hui a comme titre Algérie de l'espoir à la faillite et j'ai le plaisir de recevoir ce soir avec moi ici sur le plateau Boukhalifa Belmamer, militant politique. Boukhalifa, bonsoir. Bonsoir Houssine, bonsoir à tous vos invités et à tous vos téléspectateurs et merci pour l'invitation. Merci à vous, Yatik Saha. Avec nous aussi depuis Alger, Karim Tabou, opposant politique. Karim Tabou, bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Mes salutations aux invités et à tous nos téléspectateurs. Merci. Et nous allons être rejoints après par M. Montassar Obtron, journaliste et chercheur en histoire. Karim Tabou, je vais commencer par vous. Ce budget alloué à l'armée, 23 milliards de dollars, donc c'est bon. La loi de finances a été signée par Tebboune, bien sûr en présence de Chingriha. Un commentaire? Oh, vous savez, s'il y a bien quelque chose qui n'obéit pas à la loi dans ce pays, c'est les finances. Donc, parler d'une loi de finances est un non-sens. Et dès lors que ce pays continue de gérer son budget dans l'opacité, et puis l'essentiel, c'est orienté vers toujours ce qui a toujours constitué le pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir se donne les moyens à lui-même à travers les institutions, entre guillemets, qu'il manipule, qu'il instrumentalise, qu'il utilise pour rester en place. Donc, très clairement, sur le plan sémantique, on peut parler de tout dans ce pays, sauf de la loi, puisque rien n'obéit à la loi, tout obéit à la loi du pouvoir. Et pourquoi, à votre avis, Karim Tabou, aucun débat n'a été permis justement autour de cette question en Algérie, même pas dans la presse nationale? Nous sommes à l'ère de la glaciation autoritaire. Hein. Nous sommes avec l'ère du retour à la pensée unique. Lorsque vous avez un chef d'État mal élu, qui n'a pas les compétences d'être un chef de l'État, qui se proclame, qui fait de Boumedienne son père spirituel, vous avez la conséquence immédiate et que le pays devient une grande caverne, devient soumis et scellé. Hein. Maintenant, tout le pays est scellé entre les gens qui ont entre leurs mains l'argent, la police, la justice et la puissance des institutions sécuritaires. Donc, très clairement, la nature de ce pouvoir est allergique, est hermétique au débat, est allergique au débat, et toute idée qui vient de l'opposition, qui vient de l'expert, qui vient d'un autre regard autre que le discours officiel est considéré comme une menace, est considéré comme j'allais dire une menace pour eux, et donc ils interdisent complètement le débat. Et très clairement, nous voyons quotidiennement, pas seulement sur cette question, mais également sur d'autres questions qui constituent l'élémentaire de la vie d'une nation. Voilà, toutes les institutions sont effacées. Il n'y a plus d'Assemblée nationale, il n'y a plus de Conseil de la nation, il n'y a plus d'Assemblée populaire de Wilaya, ni d'Assemblée populaire communale. Il n'y a que l'armée. Il y a le ministre de la Défense, il y a le siège de la Défense, et puis par moment, pour nous montrer leur puissance, ils font tout un cinéma, tout simplement. Merci Karim Tabou. Restez avec nous, Boukhalifa. Donc, ce budget alloué à l'armée, il n'a même pas été traité en Algérie, ni par la presse, ni par la classe politique. Personne n'en parle. Voilà, on donne 23 milliards à l'armée et c'est fini, on passe à autre chose. Non, mais justement, comme l'a dit parfaitement notre ami Karim, on est à l'ère de la glaciation. Hein, donc, c'est une expression qui veut dire beaucoup de choses. Et de ce fait, on a toujours été, et puis je pense que tant qu'il n'y a pas de paradigme qui s'installe avec une démocratisation et de nouvelles institutions, donc les habitudes qui ont fonctionné, qui ont prévalu depuis pratiquement l'indépendance, c'est-à-dire l'opacité quant à la gestion des ressources, d'une part, et d'autre part, on sait très bien aussi que là où s'opère la plus grosse partie de la corruption, c'est dans le régalien.
Donc la plus grosse partie justement dont tire profit cette corruption qui ne dit pas son nom, qui est toujours à l'ombre, c'est dans ces secteurs-là. C'est extrêmement important. Et puis c'est un mode de fonctionnement dans un régime qui est autoritaire, non plus. Puis on n'est pas dans un contexte démocratique où le citoyen exerce un droit de regard et un contrôle à travers des institutions. Comme l'a dit aussi Karim, il y a une absence totale d'institutions. On a toutes les chambres, qu'elles soient la première ou la deuxième, donc c'est des chambres d'enregistrement. Et elles avalisent pratiquement toutes les couleuvres décidées. Et puis l'image, elle est symbolique à plus d'un titre. Un président de la République qui promulgue une loi de finances sous le haut chaperonnage du ministre de la Défense. L'image, oui, elle est parlante. Sachant que c'est Tebboune justement qui est ministre de la Défense. Oui, mais ça aussi, au niveau de la symbolique, au niveau de la représentation symbolique, c'est un coup pour frapper un peu les esprits. C'est-à-dire que les choses n'ont pas fondamentalement changé, elles ne sont pas prêtes de changer. Nous allons regarder cette vidéo justement ensemble et après on continue. بداية وقع اليوم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وقع على قانون المالية لسنة 2023. مراسم التوقيع التي جرت بمقر رئاسة الجمهورية حضرها رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق الأول سعيد شنقريحة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف إلى جانب أعضاء الحكومة ليأخذ بعدها السيد رئيس الجمهورية صورة تذكارية. Karim Tabou, donc cette militarisation du champ politique, comme on le voit très bien sur cette vidéo, Shingeriha qui est présent à la signature de la loi de finances, Shingeriha qui est présent même à la remise de la coupe arabe, on se rappelle tous de cette image aussi qui a frappé les esprits, l'armée qui est omniprésente un peu partout, même maintenant, même dans les universités, conseil d'administration, dans l'inauguration des piscines, des mairies, partout, Karim Tabou. Oui, parce que nous sommes tout le contraire du projet d'Adan, le projet de la révolution. Nous sommes dans la contre-révolution. Nous sommes dans tout ce que le pouvoir montre comme, j'allais dire, comme moyen répressif par lesquels, à défaut d'une légitimité populaire, à défaut de la réalisation sur le terrain concret des promesses de novembre et surtout des promesses de la mise en place d'un État démocratique et social tel qu'il a été proclamé par l'appel du 1er novembre et surtout redéfini avec un ancrage dans les principes démocratiques, dans les principes sociaux, dans les principes de la modernité par la plateforme de la Soumam. Nous sommes tout le contraire. Donc vous l'avez présenté dans le générique avec les slogans qui ont été portés dans le Hirak sur la nature de l'État, l'aspiration profonde du peuple algérien au changement pour aller tout simplement retrouver le chemin parce que depuis 62, nous pouvons dire que nous sommes égarés, nous sommes passés à côté et parfois nous avons pris le chemin à l'envers des promesses de novembre et surtout, comme je l'ai dit, de tout ce qui a constitué la philosophie de ce que devait être l'État algérien après l'indépendance, tel qu'il a été défini par la plateforme nationale. Vous savez, dans notre pays, il y a eu une dérive, y compris sur le plan sémantique. C'est-à-dire, au lieu de construire un État tel qu'il a été pensé, tel que les jalons ont été tracés par la plateforme de la Souma, quand même le génie de Abdel Ramadan, et d'avoir fait non seulement un management, vous comprenez bien que le mot management est un mot moderne, parfois même technique de l'ère moderne, mais à l'époque déjà, Abdel a eu ce génie de faire des agrégats disponibles, des moyens disponibles, une projection sur l'avenir de ce que devait être l'État algérien.
Et bien sûr, il l'a défini comme étant un État. Et nous allons certainement revenir dans le débat. Un État et pas un pouvoir. Donc la dérive est que à la place de la mise en place d'un État, on a mis en place par une succession de supercheries, de coups d'État, de coups de violence, d'assassinats politiques, etc. On a mis en place un pouvoir et ce pouvoir a comme philosophie l'État se réduit, se définit chez le pouvoir comme étant la puissance de l'armée et la puissance des institutions sécuritaires. Dès lors que dans la tête des dirigeants, que dans la philosophie du pouvoir, l'État est réduit à la puissance de l'armée et à la place de l'État, on a enraciné dans la tête des gens l'idée que c'est l'armée qui est l'État, c'est la puissance des institutions sécuritaires qui est l'État. Bien sûr, après tant d'années, vous allez voir que les examens du baccalauréat sont là et en présence de l'armée et partout, toutes les cérémonies, même les circoncisions d'enfants dans des villages, il arrive que les chefs de brigade et les commissaires de police soient en première ligne. Donc, oui. Vous voyez à peu près la présence de l'armée. J'allais dire massive, excessive, j'ose même dire maladive de ce corps-là dans la vie sociale, dans la vie politique, dans la vie culturelle, dans la vie tout court des Algériens. Mais Karim Tabou, je ne sais pas, beaucoup diraient que l'armée, l'armée était toujours là depuis 62, comme vous le dites même, vous-même. Mais pourquoi ce besoin justement de l'afficher de cette manière, surtout depuis l'arrivée de Tebboune peut-être? Non, d'abord, depuis 62, on a, comme je l'ai dit, le système politique algérien est fondé sur un certain nombre de piliers. Le pilier essentiel, et c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire que l'État est réduit à l'armée, à la puissance des institutions sécuritaires, donc tout ce qui va avec la police politique, la police et toutes les institutions sécuritaires. Le deuxième, c'est que ce pouvoir, à défaut d'une légitimité, et n'ayant ni la volonté, ni la culture, ni l'aptitude à accepter une autre forme de légitimité, autre, entre guillemets, que la légitimité révolutionnaire, c'est-à-dire ils se sont donné un habit qui est la légitimité révolutionnaire et de fait ils refusent toutes les autres légitimités, se croyant investis du droit de décider eux-mêmes, seuls, de l'avenir de tout un pays. Et lorsque vous avez ces deux éléments-là, ces deux piliers-là, elle produit naturellement un autre pilier qui est la violence. Et la violence comme système de gestion, comme système de gouvernance, comme système de contrôle de la société. Et vous savez, de toutes les violences dans le monde, en fait, la violence avec un grand V dans le monde est là pour conséquence la décimation des sociétés, le désarmement moral et intellectuel des sociétés. Donc, on est plein dedans. Ajouté à ces trois piliers, il y a également les régionalismes qui ont toujours constitué le terreau, la philosophie, le pilier sur lequel repose le système. Et après la corruption, notre ami vient de le souligner, parlant de la loi de finances. Voilà un nid, un lieu où se cachent des milliards, où les gens pouvaient se permettre, loin de tout contrôle. Vous savez, lorsqu'on parle d'un budget de l'armée, est-ce que, et d'ailleurs c'est le cas, on ne parle pas assez de cela, même sur le plan de la loi, il n'y a aucune loi dans le pays qui autorise quiconque à avoir le droit de regard sur le budget de l'armée. Ni l'Assemblée nationale, ni le Conseil de la Nation, ni aucune autre institution dans ce pays ne dispose de ce droit. Donc vous voyez très bien que c'est jeté dans un gouffre et dans une grotte, et il n'y a que les monstres qui sont dans la grotte qui peuvent s'en servir, qui peuvent savoir où va cet argent-là. Donc voilà la situation du pays, et donc avec de telles caractéristiques, tout naturellement,
On ne peut pas voir des savants sur la scène, on ne peut pas voir des artistes, on ne peut pas voir des journalistes, on ne peut pas voir des écrivains, on ne peut pas voir des politiques, on ne peut pas voir des universitaires. On va voir des uniformes en multicolores, en toutes les couleurs. Et voilà, la réalité de ce pays, elle est faite comme ça. Merci Karim Tabou. Restez avec nous, Boukhalifa. On dit souvent que tous les États ont une armée, contrairement à l'Algérie, c'est l'armée qui détient l'État. Oui. C'est ce que peut-être Abad al-Ramadan justement voyait dès son jeune âge. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut reprendre aussi des éléments biographiques le concernant. Ce qu'il avait, il a été fortement influencé par la révolution irlandaise aussi. Donc il a beaucoup lu. Et je pense qu'aussi le sens assez tactique, assez affiné de la vision qu'il a développée, durant sa prime jeunesse. Puis comme les conditions d'incarcération dans lesquelles il était, où il s'est quand même beaucoup plongé dans la lecture, donc ça lui a permis de constituer un fond de réflexion assez important. Mais il a eu tout de suite la présence d'esprit et d'avoir une démarche pragmatique. Donc il a su quand même anticiper sur le fait qu'il fallait qu'il y ait comme une espèce d'union nationale. Donc il a rallié tous les autres partis d'avant qui étaient pas forcément partants pour la révolution. Donc ça, il l'a fait. Et puis, il ne faut pas aussi oublier qu'il a pratiquement fonctionné en tandem avec un autre personnage qui mérite aussi, qui est l'Arbi Ben Mehdi. C'est extrêmement important. Et je pense que la méconnaissance de ce personnage, de ces personnages historiques auxquels il faudra quand même qu'ils sont niés pratiquement dans le récit national chez nous. Et puis c'est un récit qui a été romancé. On a rendu tous ces personnages complètement anonymes. Donc ce qui fait que la résurgence... je ne sais pas, le Hirak a prouvé un peu le contraire. Oui, mais ça c'est... Par rapport à beaucoup d'entre eux en tout cas. Oui, mais ça c'est le retour de bâton. La résurgence d'un refoulé dans la mémoire collective est inévitable à un moment. Ça veut dire que toute la puissance qu'ils ont mise pour étouffer sur le plan mémoriel ces personnages et sur le plan historique, donc à force toute la force qu'ils ont exercée pour mettre ça sous silence, donc elle s'est retournée, donc ça a permis que ça se refoule. Mais l'erreur dans laquelle il ne faut pas qu'on tombe aujourd'hui, c'est que il faudra qu'on enseigne de manière assez objective l'histoire de notre pays. Vous savez, consacrer des séminaires entiers à la pensée et la réflexion de ces personnages me semble un minimum aujourd'hui. Mais juste pour rebondir à la question de tout à l'heure, vous ne pouvez pas avoir une réaction des journalistes aujourd'hui. Il n'y a plus de journalistes. Le dernier en cas, c'est le simple tweet de M. le Qadi Hassan l'a conduit au locaux de la DGSI, sur laquelle d'ailleurs il faudra se poser la question, est-elle fondée à mener ce genre de travail si ce qu'on lui reproche, c'est l'un des derniers bastions, l'une des dernières citadelles de la libre expression qui vient de tomber, et comment et de quelle manière. Justement, puisque vous parlez de l'histoire et des séminaires, aujourd'hui l'Algérie de Tebboune, donc l'Algérie officielle, se rappelle Boumediene. On a vu plein de vidéos aujourd'hui, des séminaires à Alger, des réunions, mais aucun mot sur Abad al-Ramadan. Alors, j'avais lu en 2019, il y avait un écrivain, Yassine Habash, qui avait rendu un hommage dans l'Ouatan à Abad al-Ramadan. Il avait extrait une phrase de Sophocle. Il disait que devant la dépouille d'un brave, la rancune doit s'incliner. Elle ne s'est toujours pas inclinée en Algérie. Tous ceux qui ont porté la rancune et tous ceux qui se réclament de la rancune à l'égard de Abad al-Ramadan ne se sont pas inclinés, et ils ne sont pas prêts de s'incliner. Et je pense qu'il n'y a que le peuple qui a repris ça à travers la résurgence du refoulé, bien sûr, et puis aussi à travers les mots d'ordre qui ont été repris. On a posé cette question un peu presque la même à Hussein Aït Ahmed. Écoutons sa réponse.
Vous savez, lorsque j'entends dire de Abban que c'est un traître, c'est surréaliste. Certains ont atteint les plus bas étages de l'opprobre et du manque d'éducation. Alors, à plus forte raison, quand il s'agit d'actes de vandalisme contre l'homme que je considère comme le véritable créateur du FLN, c'est-à-dire du FLN politique, et qui a fait que la faiblesse du 1er novembre du point de vue politique, le 1er novembre a été un déclenchement de la lutte armée. Ça a été, disons, un réveil, un choc psychologique, mais du point de vue militaire, c'était un échec. C'est vrai. Ça, c'était l'Amari. Hein. On va écouter l'Amari aussi sur l'intervention de l'armée, justement, sur le champ politique. Mais Karim Tabou, Hussein Aït Ahmed, justement, parlait de Ben Ramadan. Karim, pardon. Allô. Karim Tabou est avec nous? Oui. Oui, Karim Tabou. Donc, Abban Ramadan, Allah yarhamou, il existe aujourd'hui, justement, même malgré ce que disait Boukhalifa, aujourd'hui les jeunes, c'est tout le monde qui scande le nom d'Abban Ramadan, cette célèbre phrase de Madaniya Machi Askaria. Même ces derniers jours, on voit même un débat sur les réseaux sociaux par rapport à l'extérieur et l'intérieur. Donc, les idées sont encore là, Karim Tabou, malgré tout ce que ce régime a essayé de faire, justement. Oui, tout en prenant un peu de prudence, c'est-à-dire ne pas réduire ces mots qui relèvent de la philosophie politique et de la philosophie diplomatique en les réduisant à des raccourcis type voilà l'extérieur, l'intérieur, etc. Je pense qu'il faut toujours garder à l'esprit qu'il y a d'abord une logique de complémentarité. Absolument. Et il ne peut pas y avoir d'extérieur sans l'intérieur et il ne peut pas y avoir d'extérieur sans également l'intérieur sans l'extérieur. Je pense que Abban a réalisé, j'ose résumer, hein, c'est très difficile, c'est très compliqué que de résumer le parcours, les idées d'un homme qui fut un architecte, le créateur du FLN, comme l'a si bien dit Hussein Rabbi yarhamou. Oui. Mais Abban, en fait, il a fait trois choses, de mon point de vue, qui étaient essentielles. La première est que, face à la présence de l'État colonial, qui laissait un minimum d'espace aux Algériens, des lois qui régissent un peu la vie des indigènes, des conseillers municipaux qui sont intégrés dans l'État français, dans l'État colonial, des sénateurs qui sont désignés et qui représentaient les populations musulmanes et indigènes dans les assemblées. Donc il y avait quand même un État colonial qui est là. Abban a eu cette idée de génie qui est celle de rompre avec l'État colonial. Désormais, le congrès de la Sommam est un acte de rupture clair avec l'État colonial. Bien sûr qu'aujourd'hui, le Hirak a porté pratiquement la même chose. Il y a encore des sénateurs, entre guillemets, de l'opposition dans le Sénat algérien. Il y a également des maires, il y a également des gens qui se considèrent élus, entre guillemets, par le peuple, mais qui faisant partie du même système. Et le Hirak a porté une idée forte qui est celle, et en cohérence totale avec la philosophie, avec la pensée de Abban Ramadan, c'est la rupture totale, intégrale, absolue, radicale avec le système. Et on voit très bien le sort des partis qui ont choisi d'aller aux élections, le sort des gens qui siègent actuellement au Conseil de la Nation et qui siègent dans les assemblées du pouvoir. Ça, c'est la première des choses qui était pour moi importante. C'est un acte de rupture. Le deuxième élément, c'est la mise en place de jalons, du portrait robot. Peut-être que l'expression ne s'y est pas vraiment, le portrait de robot de l'État algérien. Et il a insisté
pour que l'État algérien soit un État démocratique, ancré dans des valeurs sociales, qui soit de philosophie et de culture algérienne, qui ne soit pas arrimé ni à l'Occident, ni à l'Orient, ni à Moscou, ni à Washington, Oui. ni à Paris, et c'est vraiment une philosophie complète de ce que devait être l'État algérien, porté par la volonté du peuple et qui s'inscrit et qui s'enracine dans les valeurs démocratiques, dans les valeurs universelles. Abban Alban, et c'est tout ça, c'est le génie. Karim Tabou, Abban Alban a pu réunir toutes les forces aussi à l'époque. Qu'est-ce qu'on peut dire du Hirak aujourd'hui, des hommes politiques aujourd'hui? Oui, mais peut-être justement, il faut qu'on évite ces raccourcis. Il n'y a pas d'homme politique. Il y a des militants qui tentent de résister, qui tentent de porter des idées. Parfois, ce sont des idées qui sont traduites sous forme de slogans. Il y a des gens qui se battent sur le terrain des libertés. Il y a des gens qui essayent de créer les conditions pour que ce pays s'extrait du sous-développement, de la dictature, de tous les blocages politiques et psychologiques qui empêchent son émancipation. Mais de là à considérer ce pays comme étant un pays qui dispose d'hommes politiques capables de penser comme fut de la trempe de Abban ou de ceux qui ont... je ne le pense pas avec beaucoup de modestie. Il va falloir une vraie révolution politique, intellectuelle, etc. en nous-mêmes déjà pour arriver à penser, à imaginer et à inventer une Algérie qui soit en cohérence avec le projet d'Abban. Je pense qu'au niveau populaire, la volonté a été exprimée. Le vœu a été donné, a été fait. Maintenant, il incombe à nous, à l'élite, aux militants, à tous ceux qui ont ne serait-ce qu'un minimum de connaissances en la matière, de se mettre au travail et de créer les conditions d'une dynamique commune pour aller de l'avant. Merci Karim Tabou, yatik saha, à une prochaine fois, Inch'Allah. Merci. Boukhalifa, Karim Tabou parlait justement de cette volonté d'Abban Alban de créer ou de fonder un État, mais ce n'est pas des pouvoirs. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que l'Algérie, depuis 62 jusqu'à aujourd'hui, c'est que des pouvoirs successifs, mais il n'y a pas d'État? C'est-à-dire que bon, il y a eu un État, mais après, il y a eu un État, mais est-ce qu'il y a eu des institutions démocratiques? Voilà, le problème sera toujours celui du qualificatif. Alors, on peut avoir un État, il peut être un État théocratique, il peut être un État totalitaire, il peut être un État autoritaire. D'un point de vue formel, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'État. Si, il y a eu quand même des choses. Mais des institutions démocratiques, il n'y en a pas eu. Et beaucoup d'ailleurs disent, à plus ou moins juste titre, qu'il y a eu, même si l'ordre colonial était en défaveur des autochtones, c'est-à-dire des Algériens, il y avait quand même au contact de cet environnement un fonctionnement démocratique. Il y avait une forme de pluralisme politique qui était plus ou moins intégrée, même s'il y avait de la triche au niveau des élections. Et puis il y avait quand même une ségrégation. Il faut dire un chat un chat. Il y avait le premier collège et le deuxième collège. Oui. Donc ça existait. Mais je pense que là où il faut quand même avoir un recul sur ce qu'a été notre histoire, c'est la construction du récit. La construction du récit post-indépendance a répondu à des impératifs. Comme l'a souligné tout à l'heure notre ami Karim, il y a eu surtout... Impératif politique aussi? Aux politiciens? Non, mais surtout que quand il y a un régime qui est né d'un coup de force, qui est né d'un coup de force bien avant 62, donc ça a commencé bien avec l'assassinat d'Abban Alban. Donc il y avait quand même un déficit en matière de légitimité. Il ne faut pas oublier que c'est l'armée des frontières qui n'a pas tiré une seule cartouche. Il faut pas oublier que celui qui était à la tête celui qui avait le titre du chef d'état-major de l'armée algérienne de l'époque, qui était Ouali Boumediene, n'a pas tiré une cartouche. Il faut dire ce qu'il en est. Justement, il faut le dire. Est-ce que c'est cette même armée qui aujourd'hui justement au règne du pouvoir algérien? Alors moi je ne veux pas me tromper dans un combat de sémantique. C'est-à-dire que
pour avoir des expressions génériques qui ne respectent pas un minimum d'éthique, je ne souhaite pas m'engouffrer dans cette brèche. Il y a eu des armées au pluriel. Oui. Parce que, ne serait-ce que la composition... Mais ces armées composaient un système qui est le même. Non, la prouesse, c'est-à-dire qu'il faut voir les compositions sociologiques du corps de l'armée de l'époque. Donc, comment Boumedienne a réussi à gérer tous les officiers déserteurs de l'armée française. Comment est-ce qu'il a pu jouer en tandem avec Ben Bella pour intégrer, une fois qu'il avait décimé d'ailleurs les wilayas, et puis il faut dire aussi que les wilayas elles-mêmes étaient déjà plus ou moins décimées par deux facteurs. C'était qu'elles étaient devenues la propriété privée des chefs des régions de l'armée et sous les coups de boutoir de l'armée française. Donc, ce qui fait qu'on a eu successivement plusieurs armées qui ont plus ou moins pris le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, Boukhalifa Belmamar, l'héritage de Ben Ramadan et ses amis, est-ce qu'on peut en parler ou pas scientifiquement, réellement, concrètement, puisque le pouvoir, lui, ne veut pas parler de ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut créer des institutions, des associations? Qu'est-ce qu'il faut faire réellement, justement? Est-ce qu'il n'y a pas un danger que tout ça disparaisse devant ce régime? C'est-à-dire que le régime s'appuie sur quoi? S'appuie sur le système éducatif qui lui a permis de créer l'homme nouveau. Et nous connaissons tous ce système. Voilà, donc d'une certaine partie. Et il y a aussi donc des intellectuels organiques du régime qui, vous savez, on a entendu cette rancœur, cette rancune à l'égard de Ben Ramadan qui a été portée par certains chefs de la Révolution, à commencer par Ben Bella, par des gens comme Ali Kafi, par beaucoup de gens. Oui. Mais surtout, c'était la faction c'était l'oligarchie qui s'était instituée. C'était les fondateurs du FLN. C'était les fondateurs de ceux qui ont appelé à l'action armée. Donc, ils n'ont pas toléré qu'il y ait quand même une direction ou une primauté du politique qui, elle, découle d'une vision qui est en totale opposition avec la culture de ces personnages-là. Merci Boukhalifa. Avec nous, Montassar Obtron, journaliste et chercheur en histoire. Monsieur Obtron, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Obtron, donc, comment expliquez-vous cet attachement entre ces générations, la génération d'aujourd'hui du Hirak et celle de novembre 1954 que nous avons vu était affichée lors du Hirak dernier? Tout simplement, je pense que les jeunes, les familles qui sont sorties, connaissant l'état du pays, savent que le mal qu'on vit aujourd'hui n'est pas tombé du ciel, mais c'est un prolongement si vous voulez, d'erreurs déjà qu'a connu l'histoire. C'est pour ça qu'on a Lotfi, on a Ben Ramadan, on a Mirouj, on a vu quand même défiler à chaque occasion des noms de martyrs. Ali, tout le temps. Oui, Ali, d'ailleurs, Ali Lapointe a été aussi utilisé pour dire qu'à son époque, il n'était pas d'Alger. À l'époque, les gens fermaient Alger aux manifestations pour dire qu'il est venu de Mediana et c'est ces gens qui ont libéré le pays. Donc le Hirak appelait toujours, essayer d'avoir ces arguments dans l'histoire du pays à travers le comportement de héros, de vrais héros. Parce qu'il y a d'autres qui ont survécu, qui ne sont pas des shahids, mais bon, qui ont carrément, disons-le, qui ont trahi, voilà. Ouais. Ils ont fait parvenir le pays là où... Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, M. Obtron, que le régime, justement, fait payer à ces jeunes cet attachement, cet amour à son histoire, à toutes ces personnes qu'on vient de citer? Oui, surtout que cette histoire, elle n'a pas été écrite. Et elle n'a pas été écrite volontairement. Donc c'est hybride. Les gens connaissent, ils découvrent. Par exemple, si on prend le cas de Ben Ramadan,
Oui. C'est incroyable quand on sait, par exemple, le cheminement. À partir de 57, la bataille d'Alger, le congrès de la Sommam, donc ils ont été obligés de quitter le pays. Eux qui ont instauré dans la plateforme de la Sommam la primauté du politique sur le milieu. En fin de compte, ils étaient obligés, l'intérieur, ils étaient obligés de quitter. Donc, quand ils ont été obligés, donc, premier coup d'État, comme d'ailleurs, Ben Khadda dit que le premier coup d'État qui a fait rentrer la révolution dans une tragédie, et oui. 57, donc, si on prend ce cas d'Abban, je préfère lui donner la parole, sur les militaires qui ont, dans le deuxième CNRA, c'est-à-dire la réunion qui s'est tenue le 20 août 57 au Caire, et qui est revenue sur dans le CNRA, ils ont affirmé qu'il n'y a pas de primauté du politique sur le militaire, ni de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc, ils ont renforcé la composition du CCE par d'autres militaires. Ils ont éliminé quand même 2 compagnons, je dirais même plus un petit peu complices politiques de Abban, qui est Saad Dahleb et Ben Khadda. Donc il s'y trouvait et voilà que dans ce CNRA, Abban Ramdan est resté quand même, mais avec Oui. Justement, sur cette primauté du politique, M. Obtron, 66 ans après, nous observons justement, nous constatons aujourd'hui en Algérie ce désert justement politique. Il n'y a plus de politique. Il y a l'armée qui est présente partout, tout le temps, mais il n'y a plus d'exercice politique. Monsieur Obtron, nous l'avons perdu. La question est à vous, Boukhalifa. C'est vrai, aujourd'hui, on ne peut plus parler d'exercice politique en Algérie. Il y en a quelques-uns, oui. mais il y a un désert. Non, le désert, il a été fait, il a été organisé. Oui, mais le constat est là ou pas? Non, je le nuancerai. Il y a quand même des personnes qui sont engagées sur le plan politique. Il y a des visions politiques. Il y a peut-être moins d'appareils politiques aujourd'hui, mais il faut dire quand même les choses. Il y a le RCD sur le terrain. Il y a encore le MDS. Vous avez aussi des groupes de militants qui viennent d'organisations politiques, qui portent d'autres projets qui sont en rupture un peu par rapport à ce qui est un peu classique. Je pense aussi à ce panel de mouvements plus ou moins autonomistes concernant la Kabylie, mais qui pose un problème de la réorganisation de l'Algérie. Pardon. Alors que l'Algérie, qui a combattu la France, était divisée en wilayas, ça n'a pas fait exploser l'Algérie. Il y a quand même des visions politiques qui sont là. On est dans un contexte qui est antidémocratique. On est dans un contexte autoritaire. Donc la moindre petite conférence est interdite. Oui. Vous reprenez juste ce qui est fait. Vous avez le verrouillage du champ médiatique. Et vous avez des harcèlements judiciaires en tout genre. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même plus de 250 personnes qui sont en prison, qui sont en attente de jugement. Il y a des personnes qui sont jugées à de lourdes peines dans des procès spectacles qui ne reposent sur rien. On a eu un 87 bis quand même qui est une épée de Damoclès sur la tête de tout le monde, de pratiquement tout le monde, mais surtout essentiellement ceux qui s'investissent dans l'action politique. L'action politique est un engagement. C'est un engagement à la limite sacerdotale pour beaucoup. Et je peux vous dire que en échangeant avec pas mal d'amis, certains se posent la question, non pas parce qu'ils ne sont pas engagés, c'est que l'effet heavy hand, donc la main lourde du régime, elle est là. Monsieur Obtron est revenu avec nous. Monsieur Obtron? Oui. Donc, je disais, M. Obtron, cette Madani Machi Askari, justement inspirée de la primauté, est toujours là, son ombre est toujours là, justement, dans la vie quotidienne des Algériens, et surtout de ceux qui aspirent à une Algérie meilleure. Oui, je voudrais revenir justement concernant ces militaires. Oui. Après ce deuxième CNRA,
donc Abban n'était pas content juste avant sa mort. Donc il dira quand même, il dira à Farhat Abbas que ces chefs militaires ce sont des futurs potentats orientaux. Ils s'imaginent avoir droit de vie ou de mort sur les populations qu'ils commandent. Par leur attitude, ils sont la négation de la liberté, de la démocratie que nous voulons instaurer dans une Algérie indépendante. Il avait entièrement raison, quoi. Donc, alors, on est en plein. Oui. Donc après, c'est une évolution. Et maintenant, il y a une frénésie chez le pouvoir qui veut s'accaparer justement cette histoire de guerre de libération. Donc par exemple, je vais vous dire cette île. Quand on parle de l'AMP, quand on parle on dit qu'elle est l'héritière. L'héritière, oui. Alors que historiquement, on le sait, tout le monde l'a dit, c'est une armée qui s'est constituée en dehors de la guerre. Donc les conditions, comme le CCE est sorti, donc ils n'ont pas, c'était pas comme l'ALN de l'intérieur. On a vu la crise de 62. Et il y a eu beaucoup de morts. C'est une armée qui s'est constituée, qui a pris le pouvoir. Donc, elle confirme ce qu'a dit Abban. Il l'a même pratiquement avec des phrases différentes. Le colonel Lotfi s'était plaint à Farhat Abbas toujours, en disant que ces colonels, ils se voient insultants. Bon, l'histoire là, on est en train de le vivre vérifier par nous-mêmes. Ben Khadda a dit le 3 août, avant que le GPRA ne désiste, parce que les gens ont désisté en fin de compte, parce que l'armée qui est venue des frontières était déterminée, quitte à faire couler encore le sang. Allô? Oui. Quitte à faire, il a dit que voilà, il y a un problème, il y a une différence entre l'ALN, comme il a dit lui, les frères. Allô? Oui. Les frères qui ont combattu à l'intérieur, ils savent très bien que leur arme, c'est le peuple. Quant à ceux qui étaient stationnés aux frontières tunisiennes et marocaines, ils pensent que leur arme, c'est le morceau de fer qu'ils avaient dans la main. Merci. Donc c'est ce morceau qui leur a permis de faire le pouvoir. Oui. Bon, comment le pouvoir manipule justement l'histoire. Quand on lit le papier d'El Moudjahid, oui. C'est pas le mensonge de dire que Abban Ramdan est tombé dans le champ d'honneur. C'est cette notion. Ils ont dit qu'il était en mission, qu'il était protégé, importante à l'intérieur, qu'il a été blessé dans un accrochage avec une brigade motorisée et que ses compagnons ont essayé de le sauver. Ils ont compté sur sa constitution robuste, mais hélas, une hémorragie lui a fait perdre. Merci, merci, monsieur Obtron. On arrive à la fin de l'émission. Désolé, malheureusement. Boukhalifa, un dernier mot, Boukhalifa. Abban Ramdan n'est plus là, l'Algérie est toujours là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour concrétiser tout ça? Mais je pense qu'il faut quand même faire confiance à nos concitoyens dans leur. Ils s'organisent, ils souffrent. Voilà, il y en a qui font de la prison, qui se retrouvent enfermés. Mais je pense qu'il faut que nos concitoyens aussi gardent et expriment leur capacité à s'indigner. Oui. L'injustice, quand elle est là, il faut la refuser d'une manière ou d'une autre. Il ne faut pas la cautionner. Parce que si on concède à ce régime, on est en train de concéder une grosse partie de notre dignité. Merci Boukhalifa Belmamal, merci à Montassar Obtron, merci à Karim Tabou, merci à vous toutes et à tous. Qima Dilhana, salam alaikum.